Alors, je vais vous dire quelques mots sur quand même aussi l'édition en Corse, hein, puisque mon expérience est ici. Donc, c'est plutôt un parcours que je tenterai modestement de vous décrire, avec tout ce que cela suppose comme approximation. Et c'est toujours difficile de parler d'un parcours qui est le sien, quoi, parce que c'est encore une fois jeter un regard sur son activité. On souhaite toujours que ce soit les autres qui le fassent. Alors, l'édition en Corse. L'édition en Corse, je parlerai d'édition récente. L'édition depuis notamment la fin du XIXe siècle était encore une activité importante, hein, qui était le propre, là aussi, de libraires, d'imprimeurs, qui ont joué, de responsables, de gens qui ont fondé des revues, de banquiers, d'économistes, enfin, non, de gens qui ont eu une passion qui était celle du livre et qui ont produit un certain nombre de choses sous la forme de, comment dirais-je, une forme qui est le privilège de l'amateur, je dirais, hein, où il n'y a pas eu d'activité éditoriale au sens où on l'entend habituellement. Je vous renvoie à Wikipédia pour la définition. Alors, pour l'édition véritablement en Corse, elle naît de manière significative il y a une quarantaine d'années à peu près. Édition en tant qu'activité ayant, dans cette période-là, prenant les premières formes d'une certaine économie. Mais là aussi, elle était l'apanage d'imprimeurs, de libraires qui rencontraient des gens qui venaient dans leur librairie, qui avaient envie d'écrire et qui avaient envie de proposer au public un certain nombre de choses. Et à un moment donné, on cherche l'intermédiaire, comment faire pour être ce médiateur, hein, entre soi et entre l'auteur et le public. C'est toujours quelque chose d'assez compliqué. C'est ainsi que quelques éditions sont nées à droite et à gauche, et celle qui a été, je dirais, le véritable déclencheur, puisque c'est celle qui a quantitativement le plus produit, je dirais au début des années 80 en particulier, c'est les éditions La Marge, hein, qui ont, avec Jean-Jacques Collin-Lalistre, et qui ont produit un certain nombre de textes. Là aussi, ça arrive, je produis, il n'y avait pas de stratégie éditoriale, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de mise en place d'un système élaboré. C'était encore une fois des amateurs un peu plus éclairés peut-être que les autres, présents dans un circuit économique qui était celui de la librairie qui constituait ce fondement à partir duquel on se mettait en place. Bon. À un moment, nous, Albian est intervenu au début des années 80 aussi, en 83, en publiant un ouvrage très important pour nous, qui a été le Montez, le dictionnaire du Montez, que nous avons publié plus par, comment dirais-je, par coup de cœur, parce que ma formation et ma fonction n'étaient pas du tout, je n'avais rien à voir avec l'édition. J'étais plutôt, moi j'ai une formation juridique et j'étais plutôt tourné vers l'entreprise plutôt que vers l'activité éditoriale en soi. J'étais un consommateur comme chacun de livres, mais je n'étais pas un éditeur où je n'avais pas cette vocation installée depuis toujours en disant je veux faire ça, je veux faire ce métier-là. Pas du tout. Le Montez est né tout simplement parce que j'ai découvert un jour ce document et qui était en train de pourrir sur une étagère poussiéreuse, et donc j'ai eu envie de travailler dans ce domaine-là parce que s'était posé la question véritablement décisive pour moi, mais sous un angle sociétal, c'était la question de la langue. Moi, j'ai toujours eu cette conviction, renforcée d'ailleurs par une conversation que j'avais eue avec Jacques Thiers lors d'un débat qu'il avait organisé à Lévis, si je me souviens bien, où pour la première fois j'ai entendu un propos intelligible sur la question de la langue. Et ce document-là prenait tout d'un coup une certaine importance. Bon, encore une fois, je ne connaissais rien à l'édition, j'étais un citoyen comme les autres, et il me semblait que ce travail-là avait besoin d'être présenté au public et avait besoin d'être partagé. Alors, du haut de mon incompétence, qui était à ce moment-là, toujours un petit peu d'ailleurs, hein, mais qui était très forte à ce moment-là, ben, je me suis lancé dans
dans le bain et j'ai produit ce dictionnaire du Montez. Et toujours parce qu'encore une fois, il me semble encore que la fonction de la langue dans une société comme la nôtre, elle est déterminante parce que c'est à la fois la langue de l'échange, mais ça peut être aussi et surtout la langue de l'accueil et de l'intégration, hein, et du partage. Et je crois que si nous arrivons, et aujourd'hui c'est une question qui est beaucoup débattue, hein, mais si nous arrivons à installer ce fameux bilinguisme dont on parle depuis tant de temps, et si nous arrivons à faire en sorte que cette question soit derrière nous, hein, et que nous puissions bâtir quelque chose autour de ça, j'ai l'impression que nous aurons fait un grand pas sur le plan du lien social, et je sais s'il est assez distendu dans ce pays. Donc, Albian a démarré comme ça, avec, encore une fois, comme un amateur. Hein. Il n'y avait pas de projet éditorial autre que celui d'apporter une pierre à l'édifice de la langue, parce que rappelez-vous, nous étions à une époque de ce fameux Riacuiste, et quelque part, l'édition était là, et comment dirais-je, je voulais répondre à cette appétence quelque part du public, hein, où les gens avaient un sentiment collectif assez fort, où il y avait une sorte d'envie, une sorte on l'appelait le renouveau en quelque sorte, hein, il y avait cette envie de dignité, il y avait cette envie de liberté, il y avait cette envie de responsabilité qui naissait, et cet ensemble ce champ de fleurs, en quelque sorte, portait des projets comme cela, et tout naturellement, je crois que l'édition, à travers un certain nombre de maisons, toutes petites, encore une fois, pas très structurées, mais l'édition apparaissait comme une nécessité parce qu'il fallait répondre quelque part à cet appétit. Alors ça se traduisait par des solutions très maladroites, tant sur le plan technique que sur le plan comment dirais-je, même de la nature de certaines publications. Hein. On était au balbutiement en quelque sorte, on commençait à se rendre compte qu'on pouvait faire des choses. Voilà. Encore une fois, avec cet amateurisme et cette approche qui est particulière. Pour nous, je rappelle que le Montez a été publié en 1984 et pour nous, très vite, la question de la langue, encore une fois, était le terrain qu'il fallait investir. C'est ainsi qu'on avait publié tout de suite après, et c'était Diapélé de Jacques Fouzine, parce que à l'époque, Jacques, je représentais aussi quelque chose d'assez important dans ce mouvement, et ce travail a été pour nous un moment déterminant parce qu'il était très signifiant de ce que nous voulions faire. Et puis derrière, quelques publications ont été produites, notamment Papier d'identité de Jacques Thiers. Là aussi, on était en plein dans le projet qui était le nôtre. Et c'est ainsi que, bon an, mal an, jusqu'au début des années 90, 92-93, les choses sont allées avec quelques publications par an. Comme ça, on était à 6 ou 7 publications par an, sans aller chercher des solutions, sans aller chercher, encore une fois, sans avoir une vision véritablement professionnelle des choses. Hein. Il y avait une approche, encore une fois, je serais tenté de dire de plaisir. Hein. On répond à quelque chose, il y a cette appétence dans le public, on essaye d'être présent tout simplement parce qu'encore une fois, il y a cette envie qui se manifeste. Par la suite, il fallait résoudre aussi, et ça c'est un défi qui est toujours présent, il fallait résoudre l'ensemble des contradictions et des contraintes qui sont posées par notre réalité. Qu'est-ce que c'est notre réalité ? Notre réalité, c'est une absence de culture dans le domaine éditorial assez forte. Hein. Il n'y a pas de tradition éditoriale en Corse, il n'y a pas des métiers liés à la chaîne du livre qui, ici, soient véritablement... qui puissent enseigner, en quelque sorte, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure le comment. Hein. Donc, il y a cette première contrainte-là. Il y a ensuite une contrainte liée à des problèmes de démographie, à des problèmes de distribution. Hein. Comment fait-on pour faire en sorte qu'un livre soit lu par le plus de gens possible ? Parce que je vous rappelle quand même que le motif
principales pour lesquelles on édite un livre, pas nécessairement pour lequel on l'écrit, mais pour lequel on édite un livre, c'est qu'il soit partagé, c'est qu'il soit diffusé, c'est que le public, d'une manière générale, s'en empare. Et on s'attache de ce point de vue au livre, plus au livre qui est le plus difficile qu'au livre qui est, comment dirais-je, un ouvrage sur la randonnée équestre. Donc c'est ça l'idée. Hein. Le pourquoi de l'édition, il est là. Et donc, pour résoudre cet ensemble de contraintes liées, qui progressivement étaient des contraintes à caractère économique, puisque dès lors que l'on veut se développer, il faut franchir un certain nombre d'obstacles. L'obstacle, je le disais, de la distribution, l'obstacle du public, qui est relativement étroit, l'obstacle lié aux techniques. Hein. Les années 90, ce sont les années de la révolution technologique la révolution technique qui a installé un certain nombre d'outils qui étaient relativement nouveaux, que l'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas manier. Et donc, il fallait là aussi créer des structures à caractère professionnel qui, quelque part, vous font basculer dans quelque chose de différent et de nouveau. Donc, à tâtons, si je puis dire, il a fallu mettre en place des outils de distribution, des outils de communication, des outils de création, répondant aussi à des critères à caractère économique. Le problème de cette activité-là, et ça en constitue dans des espaces comme les nôtres sa principale limite, les nôtres comme ailleurs d'ailleurs, je serais tenté de dire dans les principales régions françaises, voire même pour ce qui concerne la grande majorité des maisons d'édition en France. Le problème, c'est la contrainte économique. Comment faire à un moment donné pour franchir les seuils qui vont permettre, sur le plan technique, d'arriver à un produit diffusable, hein, qui réponde au canon de la profession, sans tomber dans l'approximation ou dans l'amateurisme. Donc rendre le produit viable, comment faire pour assurer une distribution dans un certain nombre d'endroits qui vont au-delà des simples librairies, parce qu'encore des librairies, il y en a 5. Aujourd'hui, il y a 5 librairies en Corse qui sont en mesure d'assurer une activité réelle de libraire, qui sont en mesure de répondre aux différentes exigences que le client qui rentre dans une librairie peut proposer. Donc, peu de librairies, il fallait donc résoudre cet ensemble de problèmes liés à la distribution. Qui dit distribution dit surface suffisante pour distribuer, à savoir disposer d'un catalogue. Qui dit disposer d'un catalogue dit création de collections, dit création d'espaces nouveaux. Nous avons créé des collections, par exemple, comme la collection Pro, qui est une collection d'essais, la collection Carte, où vous avez des recueils d'articles, la collection Nera, où nous avons mis du polar. Avec le Centre culturel universitaire, on a créé un certain nombre de collections, on a, notamment Calamai, Berrano de Boé, des compagnies. Donc, il faut avoir une offre suffisamment large pour pouvoir représenter économiquement quelque chose de significatif sur l'étal d'un marchand quelconque, d'une grande surface, qui aujourd'hui sont les principaux vecteurs de distribution du livre en Corse. Encore une fois, parce que le réseau des libraires est relativement étroit. Donc, il y a un certain nombre de défis de cet ordre-là qu'il a fallu constituer. Mais qui dit constituer des collections, dit trouver des auteurs. C'est inviter des auteurs à venir écrire, à venir remplir les vides que ces collections connaissent nécessairement au départ. Donc il y a la nécessité d'engager un processus qui est nécessairement long, difficile, où il faut réfléchir à des solutions qui vont permettre à l'entreprise d'être pérenne sur les 5 des 10 ans qui suivent l'initiative d'ouverture notamment d'une collection. Donc on est véritablement à la fois dans un process à moyen terme et dans la nécessité aussi de résoudre les contradictions et les difficultés au quotidien. Imaginez que Albial est une maison d'édition. Aujourd'hui, il y a 8 personnes qui travaillent dans cette maison-là. Ça représente en chiffre d'affaires et en charges, alors je commencerai par les charges, ça représente des charges qui sont pas loin du 1 million d'euros chaque année, entre les charges de fonctionnement et
et ce que nous assumons auprès de nos fournisseurs. Donc ça représente une entreprise qui vit de manière, comment dirais-je, très élaborée sur le plan économique, puisqu'elle répond aux critères traditionnels que rencontrent toutes les entreprises, alors qu'elle est fortement impliquée, et c'est le sens de son existence. C'est le sens de son existence. Elle n'a pas d'autre sens, elle n'a pas de signification, si ce n'est d'abord une signification de médiateur et comment dirais-je, d'être présent dans l'espace culturel, tout simplement pour participer et pour modifier autant que faire se peut. Et j'ai la faiblesse de penser que quand on propose à une communauté des textes, des analyses, des thèses, ben on est en situation de modifier, entre guillemets, le cours des choses. Et je crois que le rôle de l'édition, et là j'en reviens un petit peu à l'édition telle qu'elle était conçue il y a bien des années en France en particulier, où le rôle de l'éditeur était véritablement de participer à ce bouillonnement, au bouillonnement de cet espace culturel dans lequel il trouvait toute sa signification. L'édition insulaire, l'édition Corse, c'est là qui est partagée par la totalité des éditeurs, y compris ceux qui publient d'autres ouvrages par an, est dans ce projet. Elle est dans ce projet ici, autrement dit, ce que la France, pour caricaturer, a produit il y a une soixantaine d'années, la Corse est en train de le faire à son image. Nous sommes en train de construire quelque chose, encore une fois, tout simplement parce que nous venons nous exprimer dans cet espace culturel. Lorsque nous créons une collection et que nous invitons des auteurs à y venir, à écrire, à travailler dans cette collection, il y a, encore une fois, j'ajoute à ce moment-ci, j'ajoute que on n'est pas dans l'éphémère, on est dans la construction, encore une fois. On est dans la démarche à long terme. Et c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Lorsqu'un éditeur lorsqu'un auteur écrit son premier roman, il y a un travail énorme d'accompagnement, de conseils, de discussions, et puis c'est un premier roman. Et puis il faut s'inscrire dans une démarche qui, elle aussi, est à long terme. On ne peut pas, comment dirais-je, parler d'édition de manière sérieuse, en tant que projet, en tant que dimension culturelle, si on ne s'inscrit pas dans le long terme. Donc il y a cette nécessité de créer les outils pour aller dans ces fameux parastages des libraires. Si vous voulez être crédible, si vous voulez être présent auprès de cette population-là, il faut créer l'ensemble des outils qui vont permettre à cette expression collective d'exister. Donc ça passe par une professionnalisation. À un moment donné, il n'est pas possible, sauf encore une fois, à ne pas être décisif dans l'intervention auprès de la communauté. On peut très bien demain dire je publie 2-3 livres dans l'année, je me fais plaisir, je fais des choses qui sont intéressantes et d'autres aiment le jardinage, mais moi j'aime la littérature et j'aime demain produire un livre auquel je ne vais pas trop m'intéresser dans sa vie future, mais je l'aurai produit, il est là, il sert à caler le lit éventuellement de certains, mais le livre est là. Et puis dans 50 ans ou dans 60 ans, il y a un étudiant qui va le trouver dans une bibliothèque universitaire et qui va faire une thèse sur l'auteur qu'il a écrit. On peut aussi se dire ça. Et puis aussi l'autre démarche qui consiste à dire on va tenter de créer un mouvement où le livre va prendre sa place dans la société et il va, peu ou prou, influencer les gens qui la composent. Il va recréer du lien et il va avoir la fonction qui est la sienne. Et il va dire sa vérité. Ça passe par la professionnalisation. Et cette professionnalisation, donc, réclame que l'on réfléchisse à un moment donné à comment on peut construire, je serais tenté de dire, pour employer un mot qui ne me convient pas trop, mais je serais tenté de dire qu'il faut créer une sorte de modèle économique en disant comment, dans un espace donné, on crée une activité qui est signifiante, qui pèse, qui est présente et qui s'inscrit dans le temps. Et à ce moment-là, donc, il faut mettre en place cet ensemble d'outils. Nous, c'est ce que nous avons tenté de faire avec
de manière très empirique d'ailleurs, hein, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est traduit par la mise en place d'un système de distribution autonome, par la mise en place d'un studio graphique autonome, par la mise en place d'une direction éditoriale installée, par la mise en place par l'embauche d'un correcteur, enfin, par un certain nombre d'activités de cet ordre-là, par un lien qui se renforce en permanence avec les libraires, de manière, et avec les points de vente, de manière à sortir de cette situation infernale qui est celle du livre aujourd'hui, à considérer que le livre c'est autre chose qu'un objet éphémère. Donc nous sommes dans ce combat quotidien où on explique aux médiateurs, aux intermédiaires qui entre le public et l'auteur, on explique en permanence que le livre, ce n'est pas une boîte de sardines ou un yaourt qui se périme à tel ou tel moment. C'est quelque chose qui doit être présent de manière durable et qui doit pénétrer avec son temps de pénétration qui est parfois relativement long dans la société. Parce que je crois que notre société en a vraiment besoin et que c'est cette fonction-là qu'il faut développer. Voilà, si vous voulez un peu présenter cette réalité que nous avons. L'autre aspect qui me paraît aussi très important, une fois que l'idée d'entreprise est installée, l'entreprise culturelle est installée, l'autre aspect qui me paraît important et qui est la condition de la survie de ce système. Encore une fois, parce que la contrainte environnementale est là. Nous sommes 300 000 personnes habitant ce pays, des locuteurs en langue corse, je ne connais pas le chiffre exact, mais il n'y en a pas des millions. Des pratiquants de la lecture en langue corse, il n'y en a pas des millions non plus. Et pourtant, ça doit rester, au long cours, ça doit rester un secteur où la publication doit être particulièrement dynamique. Encore une fois, parce que nous sommes dans le cadre d'une politique éditoriale au service d'un projet sociétal. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder la chose de manière durable. Alors, pour résoudre cet ensemble de contradictions que l'on a résolu en partie, au cours de ce cheminement, au cours de ce tâtonnement, je dirais. Pour résoudre cet ensemble de problèmes, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir différemment. Essayer de sortir d'un espace qui est un espace, de ce point de vue relativement restreint. Et alors moi, je le vis de manière assez forte depuis quelque temps, parce que ce qui nous a conduit d'ailleurs à changer notre nom, puisqu'on nous disions que nous appelions les éditions Albiane, puis un beau jour, on a décidé de s'appeler Albiane, éditeur en Méditerranée. D'aucuns y ont vu, et probablement à juste titre, une grosse prétention. Mais c'est vrai, nous avons quelques prétentions. Hein? Et on les assume, et puis si elles font mal à personne, tant mieux. Hein? La seule personne à qui ça peut faire mal, c'est nous. Et ça, on a la peau relativement dure pour pouvoir accepter cette situation. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on ne peut pas, alors, je vous disais de ce que l'on vit. Aujourd'hui, nous sommes un pays de consommation livresque, si je puis dire. La Corse est un pays qui lit. Et la Corse est un pays qui produit beaucoup. Il y a beaucoup d'écrivains chez nous, beaucoup de gens qui s'exercent à l'écriture. Alors, bien entendu, avec plus ou moins de bonheur. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a dans ce pays le besoin de dire, et le besoin aussi de se dire. Et si j'en juge par le nombre de manuscrits que l'on reçoit chez nous, véritablement, il y a ce besoin. Alors, je ne suis ni sociologue, ni psychanalyste, et je suis incapable d'en donner les raisons. Il n'en demeure pas moins que c'est un pays où on a besoin de se dire. Et si on veut exister véritablement, à mon avis, il faut nécessairement sortir un petit peu de nos frontières qui, quelque part, sont un petit peu étroites pour non pas exister nécessairement ailleurs, mais exister avec les autres.
C'est pour cette raison que l'idée chez nous est née de dire nous sommes éditeurs en Méditerranée, nous sommes éditeurs, nous ne sommes plus éditeurs corse, parce que ça, on est assez serein maintenant avec cette question-là. Hein, c'est quelque chose qu'on a profondément intégré et qu'on vit de manière très sereine. Mais on a envie de dire on est éditeur de Corse, à partir d'ici. On peut faire un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'on peut faire, c'est d'abord créer des structures qui ont un caractère transversal. Par exemple, aller, à partir de ce savoir-faire que nous avons pu acquérir, aller dire, ailleurs, on va créer des produits transversaux. C'est ainsi, par exemple, que nous avons ouvert 2 maisons d'édition. L'une qui s'appelle Le Quinquet, qui a pour vocation à produire de la bande dessinée. Nous avons là aussi adopté la stratégie qui est celle que nous avons eue à Albiane, qui consistait à dire, on va créer l'espace, on va y mettre au départ des produits que nous estimons être d'une certaine valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la bande dessinée, et nous avons commencé à ouvrir cet espace-là et à travailler dans ce domaine. Mais par exemple aussi, nous avons ouvert une autre maison d'édition qui s'appelle les éditions au coin de la rue, dont le premier ouvrage qui a été publié, c'est un ouvrage de Philippe Castelin sur René Char. L'idée aussi était de s'installer dans le paysage éditorial national, entre guillemets, bien qu'on ne nous attende pas, en disant on est en mesure de faire de l'édition transversale. Donc ça, c'est de ce premier espace que nous sommes en train de faire évoluer, en quelque sorte, a pour projet justement d'élargir le plus possible ces bases-là pour publier des choses qui soient significatives pour attirer à soi des auteurs de qualité autant que faire se peut et qui sont en mesure d'asseoir cette maison au niveau autre que régional. Il en va de même sur une démarche que nous sommes en train de mettre en place, notamment nous avons commencé avec une 3e maison d'édition que nous avons installée à Marseille, qui est une maison plutôt spécialisée dans le roman noir. Le projet, c'est de dire, ce qui est important aujourd'hui, compte tenu des modes de distribution au niveau national et international, qui sont des modes de distribution de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, c'est d'installer, de faire des coéditions, d'aller coéditer avec des éditeurs venant d'horizons qui soient espagnols, italiens, français ou peu importe, mais de créer des conditions de la mise en place d'une économie qui soit supportable. Je vous passerai sur les détails techniques ou financiers, mais d'installer les choses sur un principe économique qui soit supportable pour une entreprise de notre taille. Autrement dit, que ce ne soit pas une entreprise qui, à un moment donné, du fait de cette ambition qui est là, pour le coup, une vraie prétention, et qui rentrerait dans une situation d'asphyxie là-dessus. Donc l'idée, c'est progressivement de chercher des partenariats avec d'autres maisons d'édition qui ont, à la fois une assise conséquente, un système de distribution important, et qui permettent de faire voyager notre production, sachant que ce qui nous intéressera, c'est de faire voyager nos auteurs le plus longtemps possible. Alors ça, c'est un travail qui est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que, encore une fois, on ne nous attend pas, parce que la concurrence dans ce domaine-là est rude, parce qu'immédiatement, on change de catégorie. On n'est plus l'édition régionale porteuse d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, évoluant suivant un certain nombre de critères que j'ai tenté de vous définir auparavant, mais on est dans un système dont le mercantilisme est comment dirais-je, est la règle, hein, et où il faut répondre aux exigences du marketing et qui réclame des moyens très importants, qui ne peuvent être que des moyens, encore une fois, partagés. Donc on essaie de s'inscrire dans ce domaine-là. Donc toujours en travaillant sur le même modèle économique en quelque sorte, en essayant de construire quelque chose de signifiant de ce point de vue, mais ce sont des choses qui prendront beaucoup de temps et j'espère que faire vivre suffisamment Albiane pour que mon successeur soit en mesure de développer et d'amplifier le phénomène. Parce que la solution, elle est là. La solution, elle est là. Elle est à l'international. Encore une fois, parce que nous avons acquis, me semble-t-il, et là je reviens à la prétention, nous avons acquis une certaine sérénité dans ce domaine-là, sans pour autant oublier de se remettre en cause. Et
On n'a pas inventé la poudre, on n'a pas, comment dirais-je, restons modestes. Mais je crois qu'on commence à pouvoir conceptualiser un certain nombre de choses au regard de l'expérience. Le chemin est long et difficile, mais bon, j'ai bon espoir d'y arriver dans je serais tenté de dire, dans les 5-6 ans qui viennent, justement parce que on a acquis cette sérénité qui naît, encore une fois, de l'expérience. Nous sommes, comment dirais-je, nous sommes très présents aujourd'hui, notamment au niveau de la librairie, nous sommes très présents. Nous avons une librairie à Ajaccio qui est la librairie La Marge, qui est le prolongement un petit peu d'Albiane. Et c'est un instrument qui nous permet de mesurer un certain nombre de choses. Hein, quel est le comportement du lecteur, et puis aussi au contact des autres libraires à travers le syndicat de la librairie duquel nous sommes membres. Nous avons régulièrement des contacts avec nos collègues au niveau national, et nous avons des remontées très intéressantes là-dessus qui nous informent sur un certain nombre de points. On ne peut pas faire ce métier-là de manière durable sans avoir un bagage culturel, si je puis dire, dans ce domaine-là qui soit solide. Le nôtre est en train de se construire, le chemin reste encore long, mais je crois que c'est en relative bonne voie de ce point de vue. En tout cas, c'est une voie qui nous laisse quelque espérance. Je crois que l'édition régionale a véritablement son mot à dire. Je crois que le creuset véritablement présent aujourd'hui pour l'édition française, elle se situe dans les régions. Ce creuset-là se situe dans les régions. Et tout simplement parce que je crois que cette édition-là est encore faite par des gens qui ont un projet éditorial. Comment dirais-je, ce sont des gens pour qui le livre constitue encore cet outil de partage. Encore une fois, beau chercher mon mot, je ne vois pas de mot plus fort que celui-là. Véritablement l'outil du partage. Et je crois que seule l'édition régionale, en tout cas, elle le prouve. Et je serais tenté de le dire, y compris pour la Corse et surtout pour la Corse. Je crois que l'édition régionale est une édition audacieuse. Elle ne s'interdit rien. Elle va visiter tous les domaines, tous les champs. Et je crois que lorsqu'on regarde, et je le faisais dernièrement parce que nous sommes en train de construire un site internet qui va présenter toute l'édition corse, hein, l'offrir au monde entier, hein, toute l'édition corse. Donc je passais en revue toute l'édition corse disponible. Hein. Et quand on regarde véritablement, on s'aperçoit que, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, hein, ramenée au territoire, on s'aperçoit que c'est véritablement une édition audacieuse. Il y a des pépites dans cette édition que l'on retrouve de moins en moins, et j'en parle en connaissance de cause, parce que lorsqu'on feuillette les catalogues des grandes maisons d'édition, et nous le faisons régulièrement à travers notre travail de libraire, puisque nous concevons la librairie, encore une fois, comme s'inscrivant en faux. On n'est pas sous les autoroutes de la distribution du livre, on n'est pas sur les modes de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure, on est sur l'idée qui est la suivante, c'est que quand quelqu'un rentre dans une librairie, il y vient pour un moment de plaisir, pour un moment de savoir, encore une fois pour partager, et le rôle de la librairie, c'est de lui en donner le plus possible. C'est véritablement d'être ce lieu un peu magique, hein, où le partage s'effectue. Lorsque j'ai repris la librairie La Marge, c'est ces soucis que j'ai eu à l'esprit, tout simplement parce que quand j'étais étudiant et que j'allais dans une librairie, c'était à l'époque où la librairie, c'était la librairie de papa, et on découvrait des pépites, encore une fois, parce qu'il y avait un libraire qui conseillait son client et qui lui disait non, ça vaut rien, prends celui-là, est-ce que tu as lu celui-ci? Enfin, il y avait un échange qui était d'une certaine qualité, et je crois qu'on est dans une phase où on a besoin de retrouver ce rapport-là au livre, et je crois que l'édition régionale s'inscrit dans ce type de projet. Et de ce point de vue, je crois que c'est véritablement une édition très audacieuse. Et j'espère qu'elle le demeurera.